Quand on pense à Bruce Lee, qu'est-ce qui nous vient d'abord à l'esprit? Dans les années 70, Lee est devenu un phénomène mondial, inaugurant l'âge d'or du cinéma d'arts martiaux chinois. Mais qu'est-ce qui le rendait si unique? Et si ce n'était pas pour les enregistrements vidéo, croirait-on vraiment ce qu'il a accompli? Découvrez les actions incroyables et l'histoire fascinante de l'homme qui a brouillé les frontières entre la réalité et la fiction. Des mouvements incroyables. Quand les films d'arts martiaux ont explosé, un homme a tout changé. Dans les années 70, le monde entier s'est passionné pour la vague du cinéma d'arts martiaux chinois. Les combats enflammés, les coups de pied spectaculaires, et surtout, l'image invincible des maîtres d'arts martiaux ont captivé aussi bien l'Asie que l'Occident. Mais parmi cette multitude de stars, une seule est devenue une légende mondiale, Bruce Lee. Il n'était pas simplement un acteur, ni seulement un combattant. Il était une icône, un pont entre les cultures de l'Orient et de l'Occident. Grâce à ses poings, sa vitesse et un charisme rare, au cœur de cet éclat légendaire se trouvait une performance qui a coupé le souffle à des milliers de spectateurs. Le coup de poing à un pouce, un geste presque surnaturel, et que personne n'aurait cru réel sans les images filmées. La scène ressemblait à une pièce de théâtre parfaite. Devant la foule se trouvait Bruce Lee, un petit homme avec une immense puissance. En face de lui, à quelques centimètres à peine, son partenaire d'entraînement, celui qui allait recevoir l'un des coups les plus célèbres de l'histoire moderne des arts martiaux. Tous les regards étaient braqués sur eux. Lee ne se précipitait pas. Il observait comme un réalisateur chevronné, sentant chaque souffle du public, chaque silence qui semblait durer une éternité. Puis, en une fraction de seconde, le coup fut donné. Tellement rapide qu'il était difficile à percevoir, et si puissant qu'il projeta son adversaire en arrière, directement sur la chaise placée derrière lui. Il n'y eut aucun élan, aucun pas de recul, juste un mouvement exécuté à moins d'1 pouce de distance. Et pourtant, l'onde de choc fut suffisante pour renverser un homme adulte. Comment cela est-il possible? On dirait de la science-fiction. Mais en réalité, le coup de poing à 1 pouce ne repose pas sur la force physique ordinaire. Il est le résultat d'une combinaison parfaite de techniques biomécaniques, de conscience corporelle et de vitesse fulgurante. Selon la Dre Jessica Rose, chercheuse en biomécanique à l'université Stanford, le coup commence par les jambes. Bruce Lee utilise sa jambe arrière pour générer l'élan. Le genou s'étend rapidement, transmettant toute l'énergie aux hanches, puis aux épaules, aux bras et enfin aux poings. Chaque mouvement est minutieusement calculé. Aucun temps mort, aucun angle négligé. L'ensemble du coup se déroule en quelques millisecondes, si rapide que l'œil nu ne peut presque pas le suivre. Mais surtout, il utilise non seulement le bras, mais tout le corps comme une seule unité coordonnée. C'est ce qui le rend si efficace. Et si vous pensez que le coup de poing à 1 pouce est le sommet, attendez de voir Bruce Lee faire des pompes, avec 2 doigts. Oui, des pompes à 2 doigts, pas avec les poings, ni les paumes, mais tout le poids du corps soutenu uniquement par le bout des index. Et ce n'était pas un simple exploit réalisé 1 ou 2 fois pour impressionner. Bruce Lee effectuait 200 pompes d'affilée en un seul entraînement. Selon certains documents d'archives, il aurait même réalisé jusqu'à 1500 pompes consécutives, incluant des variantes à 2 doigts, à 1 main ou sur les poings. Ce chiffre n'est pas seulement impressionnant, il est pratiquement impossible à atteindre pour une personne moyenne. Imaginez, un homme capable de faire 400 pompes à 1 main, ou 200 avec 2 doigts. Qu'est-ce que cela signifie? Que Bruce Lee n'était pas seulement un acteur, mais un athlète au niveau surhumain. Ce record n'a toujours pas été dépassé à ce jour, même si beaucoup ont essayé. Comme l'Iranien Ali Valizadeh Kajeshahi, qui détient le record Guinness du plus grand nombre de pompes à 2 doigts en 1 minute, avec 74 répétitions. Ou encore Paul Lynch, originaire d'Angleterre, qui a effectué 124 pompes consécutives sur un seul doigt en 1990. Mais malgré tout cela, le record de Bruce Lee reste une légende. Non pas seulement à cause des chiffres, mais à cause de la signification derrière chaque pompe, la pratique acharnée, la philosophie sans forme, sans limite, du Jeet Kune Do, et la capacité à entraîner à la fois le corps et l'esprit jusqu'à la quasi-perfection. Et n'oubliez pas, tout ce qu'il faisait avait un but, devenir le meilleur. Bruce Lee ne faisait pas des pompes pour impressionner. Il s'entraînait pour améliorer ses capacités de combat. Ses coups de poing, bien que lancés à 1 pouce de distance,
portait la puissance d'un coup en pleine force. Il n'était pas grand, mais il possédait une puissance, une vitesse et un contrôle incroyables. C'est lors du championnat international de karaté de Long Beach en 1964 qu'il a stupéfié la foule avec son coup de poing, à 1 pouce et ses pompes à 2 doigts. Des démonstrations qui sont toujours considérées comme des légendes immortelles dans le monde des arts martiaux. Alors, selon vous, quelle est la chose la plus impressionnante chez Bruce Lee? Le coup de poing à 1 pouce, les pompes surhumaines, ou sa pensée philosophique à travers le Jeet Kune Do, le seul véritable combat enregistré. Du cinéma à la vie réelle. Bruce Lee, un artiste martial qui n'est pas qu'une légende de l'écran. Quand on parle des scènes de combat les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, il est impossible d'ignorer les moments d'or de Bruce Lee. Du combat qui fait trembler le Colisée, avec Chuck Norris dans La Fureur du Dragon Haut, Dick's légendaire coup de poing, V1 qui ont coupé le souffle du public dans La Fureur de vaincre. Bruce Lee a redéfini la façon dont le monde percevait les arts martiaux à l'écran. Mais une question demeure encore aujourd'hui. A-t-il réellement combattu dans la vraie vie? La réponse est oui. Mais la vérité est bien différente de ce qu'on voit dans les films. La plupart des combats de Bruce Lee n'ont jamais été filmés. Pas de caméra, pas de public, pas une seule ligne de scénario. Ce n'est pas parce qu'il ne se battait pas, mais parce qu'il préférait garder tout cela secret, tel un samouraï protégeant sa technique ultime. Toutefois, un moment précieux a bel et bien été capturé lors du championnat international de karaté de Long Beach en Californie, en 1967. Ce fut un moment rare où l'on vit Bruce Lee sur le tatami, devant les caméras, affrontant certains de ses meilleurs élèves. Mais rappelons-le, ce n'était pas un combat à mort. Il s'agissait d'une session d'entraînement contrôlée, suivant les réglementations strictes de la Californie, incluant le port des tenues traditionnelles, l'interdiction de frapper à pleine puissance et l'exclusion des techniques létales. Pourtant, la vidéo révèle des aspects extraordinaires de sa manière de combattre en situation réelle. On peut facilement reconnaître Bruce Lee dans la vidéo. C'est celui marqué d'une corde blanche. Tout au long du combat, Lee maintient calmement la distance, reste bas sur ses appuis et esquive les attaques avec aisance. Chaque mouvement est calculé à la fraction de seconde près, comme s'il connaissait déjà les actions de son adversaire. Son contre, court, précis et presque chirurgical. Une performance inégalable, un art du combat poussé à l'extrême. Lee, semble-t-il, ne se battait pas avec la force. Il se battait avec l'intelligence et la compréhension du mouvement humain. Mais si vous pensez que c'est tout ce qu'il était dans la vraie vie, il y a une histoire encore plus grande à raconter, ni dans les films, ni sur le ring, mais derrière des portes closes, dans une petite école d'arts martiaux à Oakland, en Californie, durant l'hiver 1964. C'est là qu'a eu lieu le mystérieux combat entre Bruce Lee et Maître Wong Jackman, l'une des rivalités les plus légendaires que le monde des arts martiaux ait connue. Il n'y avait ni arbitre, ni caméra, ni public. Seulement environ 13 personnes ont assisté à la scène, dont l'épouse de Lee, Linda Lee Cadwell. Dans son livre Bruce Lee, The Man Only I Knew, elle décrit le combat comme un affrontement féroce et haletant. Les deux hommes se sont salués traditionnellement, puis se sont rués l'un sur l'autre. Wong Jackman, utilisant le style classique du Wing Chun, lança une rafale de coups, mais Lee était plus rapide, plus forte, plus agile. Ses contre-attaques étaient si violentes que les disciples de Wong voulurent interrompre le combat, mais on leur ordonna de ne pas bouger. Au paroxysme du combat, selon Linda, Wong se retourna et prit la fuite. Mais Bruce Lee le rattrapa, le projeta au sol et remporta le combat en quelques secondes. Cependant, ce n'est que la moitié de la vérité. Des années plus tard, Wong Jackman réfuta vigoureusement la version de Bruce Lee. Il affirma que le combat n'avait pas été court et que personne ne s'était enfui. Au contraire, selon Wong, il s'agissait d'un affrontement qui avait duré près de 20 minutes, avec de nombreux corps à corps et sans vainqueur clair. La vérité, elle se trouve peut-être quelque part entre les deux versions. Mais ce qui importe, c'est que Bruce Lee tira une leçon de ce combat. Après cette rencontre, il réalisa que les techniques traditionnelles, bien que belles, n'étaient pas assez efficaces en situation réelle. Et c'est à partir de là qu'il commença à forger sa propre philosophie martiale, ce qui deviendrait le Jeet Kune Do, la voie de l'interception. Un style qui élimine tout ce qui est superflu pour ne conserver que l'essentiel, l'efficacité.
et la praticité. Pas seulement au cinéma, Bruce Lee était un vrai guerrier. Bien que la plupart de ses combats ne soient pas enregistrés, ce que nous savons suffit à confirmer qu'il n'était pas seulement un acteur, mais un véritable combattant. Un homme qui n'a cessé d'apprendre, de se remettre en question et de repousser ses limites, non seulement pour devenir meilleur, mais aussi pour inspirer des millions de personnes à venir. Durant sa carrière courte mais fulgurante, Bruce Lee a élevé certaines techniques martiales au rang d'art. Mais il y a une arme qui vient immédiatement à l'esprit, le nunchaku. Pourtant, saviez-vous que Bruce Lee lui-même détestait au départ cette arme? Maître du nunchaku. Avec 5 films célèbres mettant en scène le nunchaku, il ne fait aucun doute que cette arme est devenue synonyme de Bruce Lee. Non seulement à l'écran, mais aussi dans l'esprit de millions de fans à travers le monde. Pourtant, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que Bruce Lee détestait le nunchaku au départ. Bien que le nunchaku soit présent dans les arts martiaux traditionnels depuis des centaines d'années, notamment dans l'Okinawa Kobudo, dans les années 60 et 70, il ne s'agissait pas d'une arme populaire, surtout pas au cinéma. À cette époque, les armes de prédilection sur grand écran étaient généralement les épées chinoises, les longs bâtons ou d'autres armes de démonstration comme les doubles sabres. Les plus grands acteurs d'action de l'époque, tels que Tilung, Jimmy Wang Yu et Chang Pei-Pei, choisissaient souvent des épées ou d'autres armes traditionnelles pour démontrer leurs compétences au combat. Cependant, tout a changé en 1971, lorsque Bruce Lee, toujours à la recherche d'innovation dans les arts martiaux et au cinéma, a introduit pour la première fois le nunchaku dans le cinéma grand public. Et tout cela grâce à une seule personne, Dan Inosanto, un ami proche et élève le plus fidèle de Lee. Dan Inosanto était un maître de nombreux arts martiaux, y compris le Kali et le Jeet Kune Do, et c'est lui qui a présenté le nunchaku à Bruce Lee lors d'une séance d'entraînement. Curieusement, la première réaction de Lee fut un refus catégorique. Il trouvait que le nunchaku était encombrant, difficile à contrôler et sans réelle utilité en combat. Aux yeux de Lee, l'arme ressemblait plus à un jeu dangereux qu'à un véritable outil de combat. Cependant, Dan n'a pas abandonné. Il a continuellement encouragé Lee à s'y essayer et à l'explorer à sa manière. Après quelques semaines de pratique patiente, la magie opéra. Bruce Lee tomba amoureux du nunchaku. En à peine 3 mois, selon Inosanto lui-même, Bruce Lee maniait le bâton comme s'il le pratiquait depuis toujours. Ses compétences extraordinaires, son agilité et son contrôle du corps ont transformé le nunchaku en une extension parfaite de lui-même. La première fois que le public assista à la combinaison magique entre Bruce Lee et le nunchaku fut dans le film Fist of Fury, 1971. La scène où Bruce Lee utilise le nunchaku dans un entrepôt pour éliminer avec précision une série d'adversaires créa une vague d'enthousiasme. Non seulement en Asie, mais aussi dans le monde entier. Les gens commencèrent à considérer le nunchaku comme l'arme légendaire de Bruce Lee. Il l'utilisera ensuite dans d'autres superproductions, notamment Way of the Dragon, Enter the Dragon, et surtout dans un duel avec Dan Inosanto lui-même dans le film inachevé Game of Death. Bien que le film n'ait jamais été terminé avant sa mort, les séquences restantes suffisent à démontrer la maîtrise de Lee avec le nunchaku. Cependant, aucune scène ne peut surpasser le moment emblématique et légendaire où Lee joue au tennis de table avec le nunchaku. Dans une célèbre publicité mise en scène pour Nokia, on raconte qu'il aurait battu un joueur professionnel de tennis simplement en renvoyant chaque balle avec son nunchaku. Bien que le clip ne soit pas une scène réelle de la vie de Lee, il contribua à renforcer son image de surhomme dans l'imaginaire collectif. Un homme capable de transformer des armes mortelles en spectacle et de démontrer des capacités au-delà des limites humaines. Mais ne vous laissez pas tromper par la fluidité de ses mouvements. Le nunchaku est une arme incroyablement difficile à manier, sans le contrôle adéquat de la force des mains, des réflexes et de la direction. On peut facilement se frapper au visage, ce que des millions de personnes ont expérimenté en essayant d'imiter Bruce Lee après avoir vu ses films. C'est une arme qui exige discipline, concentration et des milliers d'heures d'entraînement. Et seuls quelques rares élus, comme Bruce Lee, l'ont réellement maîtrisée. Et en parlant d'armes dangereuses, saviez-vous ceci? Voici une histoire que peu de gens racontent. Bruce Lee aurait, un jour, fracassé le crâne d'un adversaire à main nue,
Lorsqu'on pense à Bruce Lee, on pense souvent aux films de kung-fu classiques, à ses coups de poing éclairs et à sa philosophie martiale profonde. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un vrai combat, sans scénario, hors caméra, où il aurait affronté un maître de karaté japonais et l'aurait mis KO en seulement 11 secondes? Bruce Lee contre Yoichi Nakachi. Au début des années 60, Bruce Lee n'avait qu'environ 22 ans et était encore en train de se faire un nom aux États-Unis. Bien qu'il ne fût pas encore aussi célèbre qu'il le deviendrait plus tard, il avait déjà attiré l'attention dans la communauté des arts martiaux de Seattle grâce à ses démonstrations de kung-fu rapides et puissantes. Lors d'une présentation à l'école technique Edison de Seattle, où il étudiait, Bruce Lee a non seulement démontré le kung-fu Wing Chun, mais il a aussi affirmé sans détour que le kung-fu chinois était supérieur au karaté japonais en termes de praticité et de flexibilité. Ces déclarations audacieuses ont immédiatement offensé certains maîtres de karaté. L'un des plus offensés fut Yoichi Nakachi, un pratiquant japonais de karaté qui vivait et enseignait les arts martiaux localement. Nakachi était un artiste martial renommé, ceinture noire de karaté, ayant participé à de nombreux combats au Japon avant d'émigrer aux États-Unis. Se sentant insulté dans l'honneur de son école et de son pays, Nakachi a publiquement défié Bruce Lee en duel juste après la démonstration, devant des dizaines d'étudiants et d'invités. Au départ, Bruce Lee refusa le défi, car il ne voulait pas transformer les arts martiaux en un outil de vantardise. Mais Nakachi ne s'arrêta pas là. Il continua de provoquer avec des paroles offensantes, insinuant que Bruce Lee n'était bon qu'à faire des démonstrations, mais n'osait pas se battre en situation réelle, devant tant de monde. Et pour défendre son honneur ainsi que celui des arts martiaux chinois, Lee accepta le défi, mais demanda que le combat ait lieu en privé, à l'abri du public, pour éviter un impact trop important sur la communauté martiale. Le combat eut lieu quelques jours plus tard, dans un terrain couvert de football appartenant au YMCA, un lieu familier pour Bruce Lee. Seul un petit groupe d'élèves proches, dont Jesse Glover et Taki Kimura, ainsi que quelques amis, assistèrent à la confrontation. Il n'y avait ni arbitre, ni règles claires. C'était un duel d'honneur, où les deux combattants utilisaient leurs meilleures techniques pour prouver quelle discipline était la plus efficace. Dès le signal de départ, Yoichi Nakachi attaqua en premier avec un coup de poing direct, précis, dans le style du karaté, mais grâce à des réflexes éclairs. Lee esquiva le coup en une fraction de seconde et répliqua immédiatement par un puissant coup de pied latéral au nez de son adversaire. Le coup était si rapide que la plupart des personnes présentes n'eurent pas le temps de voir la technique utilisée. Elles n'entendirent qu'un bruit sec, puis virent Nakachi s'effondrer au sol, inconscient. Le sang coulait de son nez, et Nakachi ne pouvait pas se relever. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital avec une grave blessure nasale et une fracture du crâne nasal. L'ensemble du combat dura moins de 11 secondes. Après le combat, Bruce Lee ne se montra nullement arrogant. Au contraire, il demanda à ceux présents de garder le secret et de ne rien révéler aux médias ni à la communauté martiale. La raison en était qu'il ne voulait pas nuire à son honneur personnel ni à celui des arts martiaux japonais. Même s'il avait remporté une victoire absolue, son calme et son respect envers son adversaire furent rappelés par ses élèves comme une leçon profonde sur l'esprit véritable des arts martiaux. Non seulement célèbre pour ses compétences en combat, Bruce Lee est également reconnu pour ses réalisations martiales qui dépassent l'imagination des gens ordinaires. Des chercheurs, des médecins du sport et même des athlètes de haut niveau ont été stupéfaits par ses capacités extraordinaires. Quelque chose que peu de gens peuvent atteindre, même avec les technologies d'entraînement modernes actuelles. Une de ses compétences les plus célèbres est sa vitesse de frappe exceptionnelle. Il est enregistré que Bruce Lee pouvait lancer 9 coups de poing en 1 seconde, avec une précision extrêmement élevée. Cela lui permettait non seulement de contrôler ses adversaires avant qu'ils ne puissent réagir, mais rendait aussi ses mouvements impossibles à suivre pour l'œil humain. Tout semblait n'être qu'un éclair. On ne peut pas ne pas mentionner son coup de poing légendaire appelé le coup de poing d'un pouce. Un coup porté à seulement 1 pouce, environ 2,5 cm de distance. Capable de projeter un adversaire à plusieurs mètres, le faisant tomber au sol comme s'il avait été percuté par une voiture. Les physiologistes du sport ont étudié ce coup de poing et ont conclu que Lee pouvait activer presque toute la puissance de son corps
en quelques centièmes de seconde. Une chose que très peu de personnes peuvent faire. Quant à la puissance de ses jambes, Bruce Lee pouvait projeter un sac de frappe de 135 kg jusqu'au plafond, à une hauteur de 5 mètres, le faisant rebondir comme une balle et retomber avec un bruit sourd comparable à une explosion. De nombreux artistes martiaux professionnels ont tenté de reproduire cette force de frappe, sans succès. De plus, il utilisait les nunchakus pour briser des balles de baseball, des plaques de fonte et d'autres objets durs, ce qui ne peut être accompli qu'avec une combinaison parfaite de vitesse, de puissance, de maîtrise technique et de contrôle. Sa condition physique était également un sujet d'étude. Bien qu'il ne pesait que 61 à 64 kg et mesurait 1,71 m, Bruce Lee pouvait soulever 2 fois son poids corporel, faire des pompes avec seulement 2 doigts et exécuter des acrobaties tout en maintenant un équilibre parfait. Il a même démontré l'exploit de maintenir une jambe levée et frapper un sac de frappe 200 fois sans jamais poser le pied pendant 3 minutes, laissant les spectateurs sans voix. Au-delà des techniques, Bruce Lee a laissé un immense héritage dans la philosophie des arts martiaux modernes. Il fut un pionnier dans la rupture des barrières entre les disciplines martiales et il a créé le concept de combat libre bien avant l'apparition officielle du MMA, Mixed Martial Arts. Le système Jeet Kune Do qu'il a fondé n'était pas un simple art martial, mais un système de pensée ouvert. Il a un jour déclaré « Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui est inutile et ajoute ce qui t'est propre ». C'est l'idéologie centrale des arts martiaux modernes, où chaque individu a le droit de choisir la technique qui lui convient le mieux, au lieu d'être enfermé dans des traditions rigides. Ne s'arrêtant pas aux arts martiaux, Bruce Lee fut également le premier à apporter l'image d'un artiste martial asiatique à Hollywood, changeant complètement la manière dont le monde percevait les Asiatiques. Des films comme The Big Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon et Enter the Dragon ne sont pas de simples blockbusters d'action. Ce sont des déclarations sur l'identité, la puissance et la fierté de l'Orient. Le combat éclair contre Yoichi Nakachi, les records martiaux incroyables et la philosophie intemporelle des arts martiaux. Tout cela a fait de Bruce Lee une légende éternelle, non seulement dans le monde des arts martiaux, mais aussi dans la culture mondiale. Si Bruce Lee était vivant à l'ère actuelle du MMA, pensez-vous qu'il serait invaincu? Partagez vos opinions dans les commentaires. L'impensable. Peu de gens savent que le coup de pied est l'une de ses armes les plus dangereuses, une puissance inimaginable, capable de renverser des adversaires d'un simple contact, et même de détruire des objets inanimés comme des sacs de frappe. Selon des documents et des témoignages de ceux qui s'entraînaient avec Bruce Lee, lors d'une séance d'entraînement normale, il donna un coup de pied horizontal d'une force terrible sur un sac de frappe pesant 45 kg. Mais le résultat de ce coup ne fut pas ordinaire. Le sac de frappe éclata, et le matériau à l'intérieur vola dans toute la salle, telle une petite explosion dans le gymnase. Ce n'était pas un sac de frappe ordinaire, il avait été conçu pour résister aux coups de poing et de pied puissants des boxeurs professionnels. Mais face aux coups de pied de Bruce Lee, il devint trop fragile. Et si vous pensez qu'il s'agit simplement d'une histoire embellie, soyez rassurés. Ce détail a été inscrit dans le livre Guinness des records comme preuve que Bruce Lee possédait réellement une force extraordinaire. Faire voler un sac de sable de 135 kg dans les airs, personne ne l'aurait cru si cela n'était pas arrivé à Bruce Lee. Une autre histoire, largement répandue dans la communauté des arts martiaux et confirmée par de nombreuses sources proches de Bruce Lee, relate le moment où il donna un coup de pied à un sac de sable de 135 kg, le projetant à environ 5 mètres dans les airs. Imaginez un objet pesant autant qu'un adulte, projeté comme un ballon vide. Pour réaliser cela, il ne fallait pas seulement une force immense, mais aussi une technique et un angle de contact extrêmement précis. Ce n'était pas juste de la puissance musculaire, c'était l'art de transformer l'énergie. Bruce Lee ne possédait pas seulement une force incroyable, il se déplaçait aussi à une vitesse extraordinaire, une vitesse telle que les caméras de l'époque ne pouvaient pas capturer ses mouvements. Plus précisément, lorsqu'il participa à la série télévisée The Green Hornet en 1966. Le tout premier film à présenter Bruce Lee au public américain, les réalisateurs découvrirent un problème étrange. Les coups de poing de Bruce étaient si rapides qu'au ralenti,
ils apparaissaient simplement comme des ombres floues. Selon la célèbre biographie Bruce Lee, Une vie de l'auteur, Matthew Polly, Bruce Lee était extrêmement enthousiaste lorsqu'il vit ces images pour la première fois. Mais quand les scènes apparurent à l'écran, il fut extrêmement déçu. Non pas parce que ses compétences martiales n'étaient pas bonnes, mais parce que la caméra ne pouvait pas suivre ses coups. Tout était trop flou, trop rapide. Le public ne pouvait pas comprendre ce qu'il se passait. Pour y remédier, Lee fut contraint de ralentir ses mouvements dans les scènes d'action, afin que la caméra puisse enregistrer ses techniques et déplacements plus clairement. Ce fut un compromis important, mais cela montrait aussi sa supériorité par rapport aux standards martiaux du cinéma de l'époque. Avant Bruce Lee, les scènes de combat dans les films américains étaient principalement de style occidental, lentes, monotonous, avec peu de technique. Mais lorsque Bruce fit son apparition, un vent nouveau venu d'Orient souffla, rapprochant le kung-fu du public mondial. Bien qu'il ne soit initialement qu'un personnage secondaire dans The Green Hornet, ses compétences attirèrent tous les regards, éclipsant le personnage principal. Afin d'éviter de répéter les difficultés techniques des films précédents, dans des œuvres ultérieures telles que The Big Boss ou Enter the Dragon, Bruce Lee prit l'initiative de diriger les scènes à une fréquence d'image plus élevée, lui permettant de bouger à vitesse réelle tout en assurant des images nettes et fluides. Cela permit non seulement de transmettre pleinement ses compétences martiales, mais aussi de redéfinir entièrement la manière dont les films d'action seraient réalisés par la suite. Alors, comment s'entraînait-il? Au juste? Et qu'est-ce qui a amené son corps et son esprit à un tel niveau quasi surhumain? Plongeons dans le parcours du petit dragon pour comprendre que la grandeur n'est pas un accident, mais le fruit de milliers de jours de progrès constants. La routine d'entraînement surhumaine de Bruce Lee. Alors que la plupart des spectateurs sont impressionnés par ses coups de poing éclairs ou ses coups de pied tonitruants à l'écran, peu savant que derrière ces images spectaculaires se cache un système d'entraînement rigoureux, détaillé, que Bruce Lee a appliqué de manière méticuleuse et scientifique, presque obsessionnelle. Bruce Lee n'est pas devenu le petit dragon uniquement grâce à son talent naturel. Il est devenu immortel parce qu'il a travaillé sans relâche pour se transformer en une arme parfaite. Bruce Lee commençait souvent ses matinées par une course à pied. Pour lui, courir n'était pas simplement un moyen de brûler les graisses ou de garder la ligne, mais une partie essentielle de l'entraînement à l'endurance, à la circulation sanguine et à la construction d'une base physique solide pour les arts martiaux. Il courait généralement entre 3 et 5 fois par semaine, chaque fois entre 3 et 6 miles, soit environ 5 à 10 km. Notamment, Bruce Lee ne courait pas à une allure constante, mais utilisait la méthode de course en fractionné, alternant entre sprint et jogging, afin d'améliorer globalement les réflexes cardiaques et l'endurance. Certains matins, il parcourait une dizaine de miles à vélo, puis faisait de la corde à sauter pendant 20 minutes d'affilée. Cette intensité entraînait non seulement sa force physique, mais aussi son esprit indomptable. Contrairement aux culturistes ou acteurs hollywoodiens de son époque, Bruce Lee ne s'entraînait pas pour être beau. Il s'entraînait pour être dangereux. Son entraînement de force ne visait pas à exhiber ses muscles, mais à optimiser la puissance explosive, la vitesse et la précision de chaque coup. Il effectuait souvent des exercices comme le clean and press, le squat, le bench press et le deadlift, mais tous intégrés dans un système soigneusement calculé, non pas selon un nombre fixe de répétitions, mais selon la sensation de contrôle maximal du corps. Bruce Lee avait conçu ces exercices pour développer des groupes musculaires spécifiques au combat. Les avant-bras, les abdominaux inférieurs, les épaules, car il savait que la puissance d'un coup de poing ne vient pas uniquement des épaules, mais de la coordination parfaite de tout le corps, des talons jusqu'au poing. Une grande partie de la force et de la vitesse de Bruce Lee venait de sa souplesse exceptionnelle. Il pouvait donner un coup de pied à la hauteur de la tête d'une personne de 2 mètres sans long échauffement, et il pouvait tenir en équilibre dans des positions apparemment impossibles. Pour atteindre ce niveau, Bruce Lee s'étirait tous les jours. Contrairement aux personnes qui ne font que de légers étirements pour s'assouplir, Bruce pratiquait la souplesse comme un danseur professionnel, en étirant à la limite et en repoussant cette limite chaque jour. Il faisait régulièrement le grand écart, se tenait sur une jambe tout en maintenant des coups de pied élevés pendant plusieurs secondes, et pratiquait les ponts, en s'appuyant sur sa tête
et en soulevant son dos, ce qui renforçait son cou et son bas du dos. Pour lui, un corps flexible est une partie indispensable s'il veut maîtriser chaque mouvement en combat. Peu importe à quelle vitesse il courait ou à quelle pointe il soulevait des poids, Bruce Lee considérait toujours que les arts martiaux étaient le cœur de tout entraînement. Il croyait que les compétences de combat étaient le but ultime. Et pour atteindre la perfection dans les frappes, il passait plusieurs heures par jour à s'exercer aux coups de poing, aux mouvements et aux réflexes. Bruce Lee s'entraînait avec intensité sur le sac de frappe, combinant avec du shadowboxing pour perfectionner sa capacité à contrôler la distance et la vitesse. En particulier, il consacrait beaucoup de temps aux exercices de coups de pied latéraux, coups de pied élevés, coups de pied tournoyants, jusqu'à ce que ses muscles puissent frapper de manière inconsciente, comme un réflexe de survie. En plus de l'entraînement personnel, Bruce Lee faisait régulièrement des sparring avec des pratiquants de nombreuses écoles différentes. Cela l'a aidé à développer la philosophie du Jeet Kune Do, un style de combat sans forme, sans limite, basé sur l'efficacité pratique. Si le corps de Bruce Lee était une épée tranchante, alors son esprit en était le forgeron. Bruce ne se concentrait pas uniquement sur l'entraînement physique. Il passait aussi du temps chaque jour à entraîner son esprit et sa pensée. Il lisait des livres de philosophie occidentale comme ceux de Nietzsche, Krishnamurti, et des ouvrages stratégiques comme L'art de la guerre de Sun Tzu et le livre des 5 anneaux de Miyamoto Musashi. Dans son carnet, il notait ses réflexions, des leçons sur la discipline, la foi et la liberté dans la pensée martiale. Bruce Lee méditait également régulièrement, non pas pour se détendre, mais pour maîtriser son esprit, garder à sa concentration, contrôler sa respiration et ses émotions. Cela l'aidait à rester calme, maître de lui-même, et à réagir extrêmement vite en toute situation. La journée de Bruce Lee n'était pas simplement un emploi du temps, mais un système strict qu'il s'était créé lui-même et qu'il s'engageait à suivre. Typiquement, une journée pouvait inclure tôt le matin, courir 5 km ou faire 10 miles à vélo, suivi de 20 minutes d'étirement. Déjeuner, entraînement de musculation à intensité modérée, avec des exercices de base comme les squats, les soulevés de terre et le développé couché. Après-midi, technique martiale, shadowboxing, coups de pied, sac de frappé. Soirée, sparring ou entraînement léger avec ses partenaires. Méditation, rédaction dans son journal et lecture de livres de philosophie ou d'arts martiaux. Il n'y avait pas vraiment de jour de repos, même s'il ne s'entraînait pas intensément. Bruce consacrait toujours au moins une session par jour pour rester connecté à son corps et à son esprit. Il n'y a pas de raccourci vers la grandeur. Bruce Lee est la preuve vivante que si vous vous entraînez comme si votre vie en dépendait, vous deviendrez quelqu'un dont le monde se souviendra. Ces coups de poing et ces coups de pied ne sont pas seulement des techniques. Ils sont le fruit de milliers d'heures de pratique, de réflexion, d'expérience et d'une discipline sans compromis. Et c'est cela qui a fait de Bruce Lee, un petit homme de seulement 1,70 m, un géant dans le monde des arts martiaux. Avez-vous déjà essayé d'adopter une partie de la routine d'entraînement de Bruce Lee? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? À votre avis, qu'est-ce qui a compté le plus dans le succès de Bruce Lee? Le talent naturel ou la pratique acharnée? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et à très bientôt dans de prochaines vidéos.